prioritaires contenues dans la lettre de mission 2024-2028. C'est ici l'occasion d'exprimer ma gratitude au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé la question foncière parmi les priorités assignées au gouvernement, conformément à ces 6 engagements déclinés dans le programme d'action du gouvernement dans son pilier 3. Les présents ateliers rentrent dans la réalisation de ces objectifs, particulièrement l'objectif stratégique sectoriel 1, qui est l'amélioration de la gouvernance foncière. Cet objectif passe nécessairement par la mise en place des institutions d'un leadership transformateur afin d'avoir un service public foncier efficace au service du développement de la République. Je serai donc heureuse que les connaissances acquises au courant de cet atelier, qui se clôture ce jour, ne puissent pas rentrer théoriques ou rester théoriques. Je compte sur vous pour appliquer les instruments juridiques mis à la disposition et promouvoir les techniques apprises pour moderniser le service foncier dans vos circonscriptions respectives. Vous êtes désormais les acteurs clés de la bonne gouvernance foncière. Et le ministère des Affaires foncières vous accompagnera dans cette noble tâche. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à notre partenaire, notamment ONU Habitat, mais aussi à la CONAREF, pour avoir permis l'organisation de cet atelier dans ses bureaux cadres du site de l'Université de Kinshasa, ainsi qu'au recteur qui a autorisé l'autorisation de cet espace. En effet, dans le cadre de mon mandat, je fais de l'assainissement de la gestion foncière une de mes priorités et pour cela, à exprimer mes sincères remerciements à notre partenaire, notamment l'ONU Habitat et aussi pour avoir permis l'organisation de cet atelier dans ce beau cadre du site université de Kinshasa, ainsi qu'au recteur qui a autorisé l'autorisation de cet espace. En effet, dans le cadre de mon mandat, je fais de l'assainissement de la gestion foncière une de mes priorités. Pour cela, le renforcement des capacités de commandement, mais aussi de différents agents œuvrant dans les circonscriptions foncières est indispensable. Contrairement à mes habitudes, mon propos de ce jour ne se limitera pas aux seules formules protocolaires pour clôturer les travaux, mais consistera à une contribution scientifique aux présentes assises par un rappel aux bonnes pratiques foncières devant guider au quotidien tous les agents et cadres de l'administration foncière. Dans cette perspective, mon allocution portera sur les pratiques foncières en marge de la loi, leurs conséquences et la thérapie à y réserver. Chers participants, distingués invités, les dernières pluies viennent et le dégât en vies humaines et en matériel causé viennent nous rappeler que les actes que nous posons sur les ressources foncières finissent toujours par nous rattraper. En effet, lorsque le législateur a pris la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général du bien, régime foncier et immobilier et régime de sûreté, ainsi que ses mesures d'exécution, il lui a signé à la fois, primo, un objectif économique, c'est-à-dire permettre à l'État, par la mobilisation du foncier et de son exploitation rationnelle, d'arriver à un développement économique du pays. Secondo,
Un objectif politique qui veut tout simplement dire par l'affirmation de la propriété exclusive de l'État sur les sols, l'État congolais voulait que la terre soit le socle de l'unité et de la cohésion nationale d'une part, et d'autre part affirmer sa totale souveraineté sur toutes les terres et ses ressources naturelles se trouvant à l'intérieur de ses frontières nationales. Tertio, un objectif social pour mettre fin à la discrimination foncière découlant du régime hérité de la colonie en uniformisant toutes les règles de fond et de forme en matière d'accès à la terre, en stabilisant le droit foncier, en promouvant un développement inclusif et en réduisant les conflits fonciers. Quarto, pour un objectif environnemental, c'est-à-dire assurer la gestion durable de la ressource foncière par une exploitation et occupation rationnelle des espaces. Cette loi, dont les principales innovations sont l'appropriation exclusive du sol par l'État et l'institution d'un nouveau droit foncier réel appelé concession, exige que les dispositions qu'elle contient soient appliquées sans faille afin d'atteindre les objectifs qu'elle s'est assignés. Ainsi, toute occupation, tout contrat de concession qui s'est fait en dehors de règles prévues par la loi et par le fait de personnes incompétentes est sanctionné de nullité. L'article 204 que nous connaissons tous. Les personnes ayant contribué à la conclusion de ces contrats sont pénalement poursuivables. Articles 205 et 207. Et les constructions érigées sur base de ces contrats doivent être démolies sans indemnité aux frais de leurs auteurs. Article 206. En effet, les sols est l'élément du patrimoine de l'État qui comprend un domaine public et un domaine privé. Ça, nous le savons tous d'ailleurs. Il faut préciser que les terres du domaine public sont constituées de terres affectées à l'usage ou à un service public. Elles sont inaliénables, inconcessibles, tant qu'elle n'est pas régulièrement désaffectée. Je tiens à rappeler que ces terres échappent à la gestion du conservateur du titre immobilier et du cadastre. Il a été constaté de plus en plus dans le chef de division du cadastre que le chef de division du cadastre crée des parcelles, attribue des numéros cadastraux et les conservateurs des titres immobiliers établissent des contrats d'enregistrement sur des fonds relevant du domaine public. Il s'agit d'un excès de pouvoir et de violation manifeste de la loi. Ces pratiques en marge de la loi contribuent à la spoliation du domaine public de l'État et à son appauvrissement, car à l'occasion de ces opérations d'établissement du certificat, certaines portions de terre sont extirpées malicieusement pour être revendues à des tiers. Nous savons que dans ces cas d'espèce, vous savez comme moi, puisque vous êtes le professionnel du domaine, que nous avons eu plusieurs cas comme ça. Nous avons eu le cas très récent du domaine public à Kitambo, qui avait été malheureusement ou malencontreusement désaffecté et réaffecté par une autorité qui n'en avait pas compétence. Cet arrêté a été rapporté et le domaine actuellement de Kitambo est préservé contre toute forme de spoliation. Les exemples sont légion. Là, c'est un exemple typique parce que c'est un cas qui vient d'arriver à peine, on va dire, une semaine maximum au niveau du cabinet. Alors, le certificat établi par le conservateur sur
Ces terres sont nulles car ce n'est pas des terres habitables puisqu'ils sont du domaine, comme je l'ai dit, du domaine public de l'État. Par contre, notre attention sera portée sur les terres du domaine privé de l'État. Il s'agit de toutes terres qui ne sont pas affectées à un usage ou à un service public. Ces terres sont régies par la loi foncière et ses mesures d'exécution. Suivant l'article 57 de la loi, elles peuvent faire l'objet d'une concession perpétuelle, d'une concession ordinaire ou d'une servitude foncière. Alors, les terres du domaine foncier privé de l'État sont gérées et administrées par le conservateur des titres immobiliers dans sa circonscription. Dans la gestion de ces terres, plusieurs pratiques énervent la loi et entraînent des conséquences fâcheuses, dont l'occupation rationnelle des espaces d'une part, l'occupation irrationnelle des espaces d'une part, et de l'autre part, la paix sociale, les climats des affaires et le bien-être de la population est mis en mal. On retrouve ces pratiques dans la gestion des terres urbaines, tout comme dans la gestion des terres rurales. Alors, suivant l'article 60, alinéa 2, les terres urbaines sont celles qui sont comprises dans les limites des entités administratives déclarées urbaines par la loi ou le règlement. Nous sommes d'ailleurs en train de développer aujourd'hui au niveau du cabinet un travail que j'avais demandé à l'administration de pouvoir élargir aujourd'hui les terres du domaine privé, évidemment, les terres urbaines. Puisque aujourd'hui, nous voyons que les terres urbaines sont devenues, sont presque saturées, et les terres du domaine, les terres rurales sont vastes, mais en réalité, ce sont des terres habitables. La dernière fois où il y a eu cette délimitation, je pense que ça date de plus de 40 ans. Donc, il est temps de pouvoir réactualiser ces domaines, et c'est un travail que j'avais donné spécifiquement au secrétaire général des affaires foncières, de réfléchir et de donner des propositions au niveau de mon cabinet. Alors, pour cette catégorie de terres, l'accès à la concession est soumis à un processus bien déterminé, et c'est dans le but d'assurer de meilleures conditions de vie et un logement aux populations vivant dans ces milieux. L'article 63 dispose que, pour les localités érigées en circonscriptions urbaines, le président de la République ou son délégué peut dresser un plan parcellaire de terrain à concéder. Il revient donc à l'État, par ses services, de mettre les terres à concéder sur le marché, et c'est à la suite d'une procédure bien décrite, les lotissements dont les autorités compétentes sont le président de la République, le ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions et les gouverneurs de province. Il est rare que le président exerce ce pouvoir. En d'autres termes, dans les circonscriptions urbaines, les lotissements sont créés par deux autorités, par voie d'arrêté, et l'arrêté créant un lotissement doit être complété par le règlement des lotissements indiquant les modalités de mise en valeur d'un fonds. Est-ce que ça passe, hein? Parce que je ne voulais pas que ça soit qu'un discours, mais je voulais aussi qu'il y ait une forme d'explication après avoir introduit d'une certaine manière. Alors, le lotissement comme opération est précédé d'une étude environnementale et du sol, pour s'assurer que l'espace propice pour la construction des populations. Généralement, aujourd'hui, cette manière de faire n'est plus comme au niveau de la sphère foncière, ou je vais dire plutôt ne plus d'actualité, soit mis en exergue. Alors, je disais, avant la mise sur le marché, le terrain doit être équipé d'eau et d'électricité, desservi par deux voies internes de circulation,
des infrastructures de drainage d'eau, de puits et domestiques. On parlera alors de lotissement viabilisé ou de crâne assaini. Fort malheureusement, il se constate depuis plusieurs décennies que dans toutes les villes congolaises, les lotissements ne suivent pas la procédure normale et laissés à la merci de particuliers qui, avec l'aide de l'administration foncière, procèdent à des lotissements en toute violation de la loi et sans étude préalable ni vérification de la capacité des terrains à supporter les activités humaines et sans viabiliser le site. Ces pratiques entraînent comme conséquence l'extension et l'étalement incontrôlé de villes, des occupations sur des sites non édificandis, où nous voyons il y a beaucoup d'inondations, il y a des emprises publiques aujourd'hui qui sont occupées de manière anarchique, les emprises de lignes ferroviaires, etc. Mais aussi des érosions et des désordres d'armatures urbaines et l'organisation du transport de masse. Nous avons l'exemple que nous connaissons tous, c'est la baie d'Engaliema. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont acheté sur cet espace sont dans une forme d'insécurité, puisque c'est un espace qui est appelé à être détruit. Dans les jours à venir, nous allons interdire, de toute façon, je l'avais déjà dit plus haut, dans les jours à venir, nous allons interdire le lotissement fait par des particuliers en complicité avec l'administration, sans que le terrain ne soit viabilisé, doté de ce voies d'accès dans le respect des normes et des infrastructures de drainage d'eau de pluie, d'être desservi en eau potable et électricité préalablement. Quant à lotissement régulier créé par l'État, il est placé sous la gestion du conservateur et les terrains sont mis sur le marché par voie d'arrêté du ministre ou du gouverneur dans une province, bien évidemment, à travers ses services. Il est donc normal que les demandes des terres soient adressées aux conservateurs. À cet effet, il est tenu de traiter les dossiers, les demandes conformément à la loi. Car l'attribution des terrains n'est pas une affaire automatique. Vous le savez bien, nous ne pouvons pas de manière automatique attribuer des terrains. Aujourd'hui, c'est une question qui se traite avec beaucoup de légèreté. Une demande de terrain doit être faite en bonne et due forme et adressée aux conservateurs. Et les conservateurs orientera ça à qui de droit, selon la règle de compétence bien établie dans l'article 183 que vous connaissez également. Hier, j'ai reçu un député qui est venu à mon bureau avec sa demande de terre. Il n'avait même pas de demande de terre, avec son projet d'arrêté en main propre qui vient de l'Équateur. J'étais sidérée, je dis, mais comment vous avez ce document entre vos mains? C'est-à-dire que voilà, les assujettis se promènent avec leurs documents qui devaient être des documents qui restent dans l'administration. J'étais tout simplement sidérée et ça dénote une incompétence dans les chefs de ces conservateurs. Et ça, ce sont des situations très récurrentes, surtout au niveau de province. Alors, pour éviter la spéculation foncière, la thésaurisation et l'accaparement de terres, les conservateurs doivent analyser la demande pour se rassurer que le requérant dispose de moyens financiers et techniques suffisants pour mettre le fonds en valeur dans le délai légal requis. C'est ainsi que nul ne peut obtenir une concession portant sur un fonds inculte si les autres terres de même destination qu'il détient dans la même ville ou dans la même zone n'ont pas fait l'objet d'une mise en valeur suffisante, conformément aux conditions et délais imposés par les dispositions légales et réglementaires, à moins d'une dérogation accordée par l'autorité compétente et motivée par l'importance de l'investissement envisagé. C'est l'article 67.
je le dis ici tout à l'heure que nous avons constaté, et je crois que c'était parmi les notes circulaires que nous avons envoyées au niveau de l'administration, beaucoup d'assujettis aujourd'hui qui ont des terrains incultes se voient être dotés d'un certificat d'enregistrement sans justificatif. Vous verrez la même personne posséder 4, 5, 6 concessions, alors que les premières concessions acquises n'ont jamais été mises en valeur. Et là, nous constatons, nous sommes face à une forme de thésaurisation de terre. Vous savez bien qu'une terre ne peut pas être concédée pour la thésaurisation. La terre est concédée par l'État pour la mise en valeur et non pas la thésaurisation. Cette pratique devient monnaie courante au niveau de l'administration. Nous sommes en train de veiller pour que ça ne puisse plus se reproduire. Et d'ailleurs, plus loin, je le dirais d'ailleurs, on aura bientôt à procéder à cette revue légale pour pouvoir récupérer des fonds non mis à valeur. Vous allez voir, les gens sont propriétaires de fonds 40 ans, 50 ans, 30 ans, même pas une mise en valeur conséquente. Et la loi est claire sur cet aspect. Sur ces fonds, on ne peut pas avoir de certificat d'enregistrement. Le faire, c'est juste aller en marge de la loi. Alors, qu'est-ce que l'on observe aujourd'hui? Des contrats de concession sont signés par les conservateurs sans tenir compte de ces éléments, entraînant de mise en valeur de fonds selon des capacités financières de chacun. Chaque personne construit selon ses moyens, ce qui défigure l'harmonie et la beauté des villes quinoises ou congolaises. Certaines personnes signent plusieurs contrats de location juste pour immobiliser des fonds et attendre qu'ils prennent de la valeur afin de spéculer et de revendre beaucoup plus cher. Le commerce de la terre est devenu très récurrent. Très récurrent, et parce que des gens thésaurisent, pas seulement thésaurisent, mais ils thésaurisent pour revendre plus tard. L'État lui-même, en fait, ne vend pas sa terre. L'État concède. Et quand l'État concède, il vous donne juste deux droits essentiels, c'est-à-dire le droit de jouissance et les droits d'usage. Et dans ces deux droits, vous n'avez pas le droit de propriété, puisque vous savez que l'article 53 dit incompressible, ça lui appartient et c'est à l'État d'en disposer. D'autres produits de la globalisation des terrains sont morcellement anarchiques de leur concession. Ces individus se transforment donc en lotisseurs et revendeurs de terrain en marchant systématiquement sur les attributions essentielles de l'État fixées par dans l'article 53 et 63 de la loi foncière. Dans la plupart des agglomérations urbaines, il est devenu un phénomène normal de diviser leurs parcelles en plusieurs parties et mettre sur le marché. Cette situation entraîne des conséquences sur les plans fonciers, insécurité juridique, conflits fonciers, désorganisation du cadastre, multiplication de parcelles non viables, densification de la population au niveau spatial. Sur le plan urbanistique, la défiguration de nos villes, la désorganisation spatiale, les difficultés dans la desserte en eau et en électricité, la création de bidonvilles. Et sur le plan environnemental, c'est la destruction des espaces verts, l'abattage des arbres dans les parcelles, la pollution et la dégradation des sols, l'inondation et l'érosion. Sur les plans de cadre de vie et du bien-être social, c'est le développement de la précarité de l'habitat, la promiscuité et la surpopulation. Sur le plan d'hygiène, il y a l'assainissement, la propagation de maladies et de virus, la difficulté dans la gestion des déchets, le développement de parasites et de maladies vecteurs, des parasites vecteurs de maladies. Face à cette pratique qui viole délibérément la loi, j'ai pris un arrêté ministériel numéro 0022 de 2025 du 10 février portant interdiction du morcellement de parcelles et fixation de la superficie minimale à concéder afin de juguler ces phénomènes qu'on appelle le kata-kata qui a pris de l'ampleur dans les agglomérations urbaines en RDC. Le fondement légal de cet arrêté, j'ai eu beaucoup de missions sur
cette pratique et pour expliquer bien évidemment la portée de cet arrêté et les mesures que nous devons prendre systématiquement pour que cet arrêté soit vulgarisé, viabilisé. Et le gouvernement de la République est derrière l'applicabilité de cet arrêté. Alors, le fondement légal de cet arrêté se trouve dans la loi foncière aux articles 53, puisque l'État est propriétaire du sol, puisque l'État est une institution qui ne partage pas sa propriété du sol avec des individus ou des particuliers, eh bien, il est tout à fait logique que ces sols lui reviennent des droits quand il s'agit de morcellement ou de division de ces fonds. Et donc, vous n'êtes pas propriétaire d'un fonds, donc vous ne pouvez pas en disposer comme vous voulez, puisque vous n'avez que le droit sur l'immeuble, bien évidemment le droit de propriété sur votre immeuble, mais les droits de propriété sur les sols est exclusif à l'État. L'État étant propriétaire exclusif du sol, seul lui peut en disposer. Les particuliers n'ont pas le droit de que le droit de jouissance, parce que le sol appartient à l'État, l'article 61, 80, 110, 123, 132. Donc, l'article 63. Suivant ces dispositions, seul le président de la République ou son délégué peut mettre sur le marché des terres à concéder par un particulier. Quand un particulier saucissonne son terrain ou son fonds, c'est juste pour mettre en... Généralement, 80%, on va même dire, on va plus loin pour dire que 90%, 90%, c'est pour vendre. Or, il n'y a que, selon l'article 63, le président de la République ou son délégué a le droit de pouvoir mettre sur le marché de terres à concéder. L'article 72 et 93, le fait de morceler son fonds en les divisant en plusieurs parcelles constitue un changement de destination et une modification du coefficient d'occupation du sol. Ces changements et modifications ne peuvent s'opérer qu'avec l'autorisation des autorités compétentes. L'article 204 qui sanctionne la nullité du contrat établi en violation de règles impératives de la loi foncière et des dispositions d'ordre urbanistique. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui se passe. Certaines personnes brandissent leur contrat de location ou d'occupation sur des fonds sur des bâtiments qui sont aujourd'hui détruits par la province. Quand on pose ce genre de questions, la réponse est claire. On dit tout simplement que l'article 204 est clair sur cet aspect et sanctionne des nullités tout contrat établi en violation de règles. Vous avez construit sur le rail de train, vous avez construit sur des zones non édificantes. Mais cette construction ou cette concession ou ce contrat que vous avez en possession est un contrat nul, puisque cela est établi en violation de règles impératives de la loi foncière. Et bien, les articles 4, 5 et 9 de l'ordonnance numéro 74/148 du 2 juillet 1974 portant mesures d'exception de la loi foncière vont dans le même sens. Et pour apporter plus de fondement légal, le décret du 20 juin 1957, à son article 20.4, interdit les lotissements total ou partiel d'une propriété en vue de la construction. Ça, vous savez très bien ce qu'est dit cet article, ce décret, du 20 juin 1957. Et si déjà le législateur de l'époque interdisait à un propriétaire disposant du droit absolu, parce qu'à l'époque, la loi foncière n'existait pas encore, de lotir totalement ou partiellement une propriété en vue de la construction, quel sera le sort réservé à celui qui a un droit de jouissance et un droit de propriété? N'a que le droit de jouissance et les droits d'usage. Ils n'ont pas les droits de propriété. Enfin, de mieux assurer de l'application de cet arrêté, des mesures complémentaires seront prises, c'est-à-dire il y a entre autres des ateliers de renforcement des capacités que nous sommes en train de faire. Nous avons également une réunion qui est prévue le mois prochain avec tous les élus locaux, les chefs de quartier, les chefs de rue, etc., pour le faire savoir
la portée de cet arrêté qui doit être d'application. Alors, pour éviter la création de parcellettes dans nos villes et permettre la construction d'un logement décent et avoir un espace de vie et d'intimité chez soi, l'arrêté fixe la superficie minimale à 300 mètres carrés. Vous le savez très bien que tout contrat en dessous de 300 mètres carrés ne passe plus au ministère des Affaires foncières. On ne peut plus lotir moins de 300 mètres carrés. On ne peut plus morceler moins de 300 mètres carrés. La superficie à concéder ne peut pas être inférieure à 300 mètres carrés. Dans la procédure d'octroi de titre, le requérant qui répond aux conditions signe en premier lieu un contrat de location, car le législateur poursuit la mise en valeur effective de terre avant d'accorder un droit de jouissance du fonds. Ça, je l'ai expliqué plus haut, qu'il faudrait commencer par un contrat de location pour des superficies inférieures à 10 hectares, etc. C'est ce qui ressort de l'article 82 de la loi. Lorsqu'une concession perpétuelle doit porter sur un fonds entièrement inculte, elle peut être consentie que moyennant un contrat de location avec l'option des concessions perpétuelles. Quand le fonds est entièrement ou partiellement inculte, avant d'en jouir à titre de concessionnaire, on est obligé d'abord de mettre en valeur. La mise en valeur est importante. Une période pour la réalisation de cette mise en valeur est accordée aux futurs concessionnaires. C'est la période que couvre le contrat de location. En ce qui concerne particulièrement le contrat de location, le législateur a fixé la durée de concession ou du contrat à 3 ans, renouvelable 2 fois pour un terme de 2 ans. Cela veut dire que la durée maximale du contrat de location est 7 ans. Ce délai est établi pour permettre la mise en valeur du fonds. L'article 17 de l'ordonnance du 2 juillet 1974 précise que la tacite reconduction est interdite. Un contrat de location ne peut pas être reconduit directement, tacitement. Il faut vérifier la mise en valeur. Et ça, c'est le rôle du cadastre. Le cadastre doit vérifier la mise en valeur du fonds pour renouveler ou pas un contrat. Lorsque quelqu'un a pris un contrat, 3 ans, il n'y a pas de mise en valeur. Il revient automatiquement pour renouveler moyennant quelque chose. Non. Il faudrait vérifier, descendre sur le terrain, voir si le concessionnaire a respecté le prescrit de la loi. Sur le terrain, on retrouve des particuliers qui détiennent encore des contrats de location ayant largement dépassé les délais portant sur des fonds non mis en valeur. Au regard de la loi, ces contrats sont caducs. Il est donc anormal qu'en se basant sur des contrats caducs, que le conservateur des titres immobiliers renouvelle ce type de contrats en se contentant simplement d'infliger des pénalités aux locataires, alors au regard de la loi, le renouvellement doit être refusé et le fonds retourné dans le patrimoine privé de l'État. Cette pratique permet aux personnes de garder pendant plusieurs décennies des terrains qu'ils n'ont jamais mis en valeur et amenuise de ce fait le patrimoine foncier privé de l'État qui aujourd'hui est en déficit de disponibilité foncière pour l'implémentation des projets porteurs de développement. Afin de mettre fin à cette forme de thésaurisation masquée, la mise en place d'une revue légale de terre s'avère importante et le cabinet y travaille. J'ai également pris la note circulaire portant interdiction de signer des contrats de concession et d'établir des certificats d'enregistrement sur les fonds non préalablement mis en valeur. Je crois que je l'ai bien expliqué plus haut. Et pour éviter que ces personnes physiques ou morales ne détiennent des concessions perpétuelles ou amphithéotiques sans avoir mis en valeur le fonds conformément aux dispositions légales et décourager la thésaurisation des terres entre leurs mains, comme le dit plus haut, la mise en valeur est donc une condition essentielle et préalable pour accéder à la concession. Sur les terres urbaines, la mise en valeur doit se faire dans le respect de règles urbanistiques, d'hygiène et de l'environnement, mais surtout dans la droite ligne de la destination fixée par l'État propriétaire. Alors, il s'avère malheureusement que les conservateurs signent
des certifications de fonds sans prendre soin de vérifier que les locataires ont mis le fonds en valeur suivant ce qui est prévu en matière d'urbanisme, d'hygiène et d'environnement. Pire encore, le changement de destination sans accord préalable de l'autorité compétente est devenu la norme, alors que les articles 72, l'article 93 de la loi soumettent les changements à l'autorisation préalable. Le législateur a prévu des sanctions et rarement l'administration foncière les applique. Je rappelle de ces faits à l'auditoire que l'article 204 frappe de nullité tout contrat établi en violation des dispositions impératives de la loi foncière et des dispositions d'ordre urbanistique. À force de laisser ces pratiques prendre le dessus sur la loi, nos villes ont été défigurées et sont sujettes aux différentes catastrophes dues à des événements pourtant prévisibles. Chers participants, distingués invités, en ce qui concerne le terre, rappelons que ces terres sont celles qui sont situées en dehors des circonscriptions urbaines par les lois. C'est les domaines des communautés locales dont les terres sont domanialisées. Vous le savez très bien, c'est l'article 387, 388 et 389. Pour sauvegarder le droit immobilier des populations rurales, toutes les transactions sur les terres rurales sont soumises à la procédure d'enquête préalable. C'est l'article 166. Cette procédure est régie par l'article 183 à 203 et cette procédure est substantielle et donc d'ordre public. Sa violation entraîne la nullité du contrat. Toujours l'article 204. Cette enquête est prévue à l'article 193, 193 et a pour but de constater la nature et l'étendue des droits que le tiers pourrait avoir sur les terres demandées en concession. Elle n'est couverte qu'à la suite d'un avis favorable du commissaire du district territorialement responsable compétent. Elle se conclut sous peine de nullité par un procès-verbal de vacance du terre. Aujourd'hui, j'ai tout un paquet dans mon bureau où il y a des demandes de terre, mais sur 100 dossiers que je peux traiter, je renvoie systématiquement 89 ou même 90. Ça veut dire que l'article 183 n'est pas respecté. L'enquête préalable des vacances n'existe pas. Le PV des bornages et les ouvrages n'existe pas. La lettre du procureur de la République n'existe pas. Et même la demande des terres n'existe pas. Et je vous dis, sans pour autant tergiverser, que sur 100 dossiers que je peux recevoir en une journée, je renvoie 95, 98 ou 90. Parce que la plupart, c'est mal rempli, mais ça vient de l'administration foncière, ça vient de chez les conservateurs, ça vient de chez le chef de division du cadastre. Ça montre la légèreté dans le remplissage de dossiers administratifs ou des documents légaux. Des dossiers qui me sont renvoyés pour signature. Il apparaît que la majorité, je viens de le dire, de procès-verbaux ou de procès-verbaux d'enquête préalables ne sont pas conformes à la loi et manquent certaines mentions substantielles prévues dans l'article 194. Cela dénote que les PV sont établis avec complaisance et que le droit des communautés locales ne sont pas bien pris en compte lors de ces enquêtes, ce qui peut être une cause des conflits entre ces derniers et les concessionnaires qui l'occupent. Vous savez bien, au-delà de la violation systématique de la règle de compétence qui se trouve dans l'article 183, il y a aussi cette problématique de ne pas remplir convenablement ou de ne pas produire comme il se doit les documents légaux que la loi impose. Et le conflit entre les Mbole et les Lingola, nous savons d'où ça vient. Au-delà du fait qu'il y a eu un concessionnaire qui s'est installé
par la force, je veux dire, et en violation de textes légaux. Il y a aussi cette animosité qui a existé préalablement entre les concessionnaires et la communauté ou le membre de la communauté locale. Ce qui fait que le concessionnaire, bien qu'il peut avoir de projets d'investissement ou de développement de la contrée, n'arrive pas à exprimer et s'exprimer convenablement ou à développer son business convenablement parce qu'il se trouve vent debout face à une communauté qui ne veut rien entendre. Et donc ça, c'est aussi quelque part la faute de l'administration foncière. Afin de garantir le droit de toutes les parties, la préoccupation d'enquête la procédure d'enquête doit être faite conformément à la loi. Pour les terres se trouvant dans cet espace, les données recueillies confirment l'existence de pratiques devenues monnaie courante et énervent la loi. En effet, sur ces espaces, ce sont des chefs coutumiers qui vendent des terres aux particuliers et cette situation est à la base de beaucoup de conflits, mais aussi de la surpopulation, de la superposition de titres. Ça, nous le savons très bien. Vous savez, aujourd'hui d'ailleurs, en parlant avec le recteur, il m'a parlé d'une concession appartenant à l'université de Kinshasa qui est sujet à la spoliation vers Njili Brassé. Et là, directement, si le conservateur des titres immobiliers de Mongafula est là, je voudrais avoir un rapport urgent sur ces fonds, ou en tout cas, au plus tard lundi matin. Et donc, vous savez que lorsque j'ai pris mes fonctions, chers participants, vous savez que lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai créé un pont, je vais dire plutôt un cadre des concertations entre l'administration foncière et le chef coutumier. Bon, eux-mêmes, ils ont avoué finalement qu'ils ont dit que ça n'a jamais existé, etc. Nous voulons bien avoir ces genres de moments d'échange pour nous raffermir davantage. Mais ce qui était aberrant dans l'histoire, c'est que aucun chef coutumier n'était, on va dire, ne connaissait la loi. Aucun. Pour eux, la loi foncière n'existe pas. Mais je leur ai dit, la loi foncière est plus âgée que moi. Ben, écoutez, ça fait plus de 50 ans que cette loi existe. Et n'est pas être informé qu'il existe une loi dans le secteur foncier et m'a tout simplement choqué. Et donc, ces cadres de concertation a permis de pouvoir vulgariser la loi auprès des chefs coutumiers et de leur rappeler que non, vous n'êtes pas des propriétaires de terres, vous êtes de gardiens de valeurs traditionnelles et de gardiens de terres. Mais la plupart des agents des affaires foncières donnent aux chefs coutumiers les pouvoirs des propriétaires ou le titre de propriétaire de terres. Vous allez voir, je poserai une question, on me dit non, non, madame, il faut, excellence, c'est vraiment, il faut qu'on puisse demander au chef coutumier. Je dis, mais l'État veut prendre la terre pour faire un projet de développement. Vous me parlez d'un chef coutumier? Non. C'est vrai que le terre des communautés locales existe, mais la même loi nous dit dans l'article 87, 387, 388 et 389 que les terres des communautés locales sont des terres domanialisées depuis 1973. Plus de 50 ans dans ce pays. Et nous sommes un pays, nous sommes régis par des lois. Je ne vois pas, à part la loi, comment un pays peut-il fonctionner. Et donc, les chefs coutumiers ont avoué ne pas connaître la loi. Les chefs coutumiers ont avoué qu'ils doivent enfin collaborer avec l'État qui est propriétaire des sols. Et puisque la terre lui appartient de plein droit, et l'article 53 le dit encore plus, de manière plus explicite, où on dit que le sol est une propriété, vous le savez, non? Vous pouvez me le dire? Une propriété
Acclamez pour vous-même. Donc, ça veut dire que c'est une propriété qui appartient à l'État, que l'État ne concède pas, quelle que soit la longueur, la durée du temps, quel que soit l'écoulement du temps. Donc, il est important de pouvoir noter que les chefs coutumiers sont des gardiens de valeurs et de traditions et non pas des vendeurs de terres. Alors, généralement, les concessions demandées sur ces terres sont de grandes étendues. 10 hectares, 50, 100, 200 et même plus. Et curieusement, ces acquisitions ne suivent aucune procédure prévue par la loi. En effet, le futur acquéreur préfère s'adresser directement au chef coutumier, ignorant peut-être que ce dernier n'est pas propriétaire du domaine foncier coutumier. Il n'en est que gestionnaire, sans pouvoir de disposition. Et par complaisance, les conservateurs signent des contrats de location ou d'occupation provisoire et établissent des certificats d'enregistrement sur des parcelles ignorées des autorités compétentes. La plupart du temps, les certificats d'enregistrement et de ces concessions sont établis sans que les fonds ne soient réellement mis en valeur. De telles concessions créent souvent des conflits entre les acquéreurs illégaux et la population rurale. Je tiens donc à rappeler à l'administration foncière ses prérogatives en matière de gestion du domaine foncier privé de l'État, qu'elle n'abandonne pas, qu'elle ne puisse pas abandonner ce pouvoir entre les mains de chefs coutumiers.